Donc, monsieur le directeur territorial de l'ADAP Sud-Ouest, monsieur le conseiller municipal de Bordeaux, mesdames, messieurs, tout d'abord, je tiens à excuser monsieur le maire, monsieur Piopro, qui a été retenu à une autre réunion et qui s'excuse de ne pouvoir être parmi nous. Donc, moi-même étant adjointe à la démocratie participative et en charge des politiques en faveur des personnes en situation de handicap, c'est à ce titre que je vous accueille à la Maison des Savoirs Partagés, à l'occasion de cette conférence consacrée à la formation et à l'emploi pour tous. À Florac, nous avons souhaité en 2009 créer un conseil consultatif Ville et Handicap, qui réunit des représentants d'associations œuvrant pour l'intégration des personnes handicapées, des élus et du personnel de la ville. Ensemble, ils déterminent les actions pour envisager, pour favoriser l'accueil, l'emploi, les déplacements et les actes quotidiens de toute personne présentant un handicap. Ce conseil s'est réuni plusieurs fois et plusieurs chantiers ont été engagés. Un diagnostic d'accessibilité aux bâtiments communaux afin d'évaluer les travaux à réaliser, une action de sensibilisation du handicap en direction des élus et du personnel d'accueil de la ville, une action de sensibilisation vis-à-vis des enfants des écoles primaires de notre commune. Et c'est un travail qui a très bien été perçu par les enfants et les enseignants qui ont souhaité le poursuivre tout au long de l'année. Cette année va être aussi mise en place, comme on discutait tout à l'heure, une action par rapport au parcours culturel avec une journée qui sera sur le dernier trimestre 2013. Et dans l'avenir, nous poursuivons ces actions vis-à-vis des entreprises et des clubs sportifs. Cette année a été mise en place une section handisport à la section handball. Notre objectif est de démontrer que les obstacles à l'intégration sont souvent plus psychologiques que matériels et que les personnes souffrant de handicap sont des élèves comme des autres, des sportifs comme des autres, des salariés comme des autres et malheureusement des demandeurs d'emploi comme les autres. Une fois encore, bienvenue à Florac et bonne journée de travail. Je vous remercie. Je suis, si vous voulez, conseiller municipal délégué auprès du maire en charge des politiques en faveur des personnes en situation de handicap. Et à ce titre, je suis aussi conseiller communautaire et je m'occupe je suis commissaire des commissions transport et déplacement et infrastructures routières et ferroviaires, ce qui nous touche beaucoup parce que à l'heure actuelle, ce qui nous importe beaucoup dans la communauté urbaine de Bordeaux, c'est de pouvoir d'accéder partout, quelle que soit la nature du handicap. Pour donner un ordre d'idée, notre diagnostic d'accessibilité, c'est 35 millions d'euros. D'ici 2015, on ne pourra pas arriver à faire complètement, ou alors il aurait fallu augmenter les impôts de pratiquement plus de 1000%, si vous voulez, pour pouvoir arriver à tout financer. Mais ce que nous avons fait, en accord avec, c'est-à-dire qu'en 2008, on a monté une commission communale d'accessibilité où on a réuni les 5 familles de handicap, c'est-à-dire qu'on a les familles, les handicaps moteurs, handicap visuel, auditif, mental et psychique. On se réunit à peu près 3-4 fois par an, ensemble, et on a pu déterminer quels étaient carrément les bâtiments les plus prioritaires, ce qu'il fallait que d'abord on mette en accessibilité, qu'on les rende accessibles à tous. Et on s'est arrêté ensemble, c'est un choix, d'abord les écoles, parce que l'école c'est important, on en parlait, l'intégration scolaire en milieu ordinaire des enfants en situation de handicap est très importante. C'est vecteur de lien social et les enfants eux-mêmes rayent toute notion de handicap. Ils s'amusent ensemble, ils se côtoient, ils ne font pas du tout attention à l'autre par rapport à leurs différences. Ils sont tous très préoccupés par plutôt le bien-être de chacun. Et ce sont eux qui, justement, ont fait changer le regard parce qu'ils apprennent le handicap à leurs parents. Comme a dit Élise, moi je reprends un peu avec l'UM. Moi ça fait depuis septembre 2008 que je suis à l'UM. Donc je suis un peu passé par toutes les phases d'apprentissage de l'autonomie à l'IEM. J'ai d'abord été à l'internat à l'IEM, donc avec un pensionnat complet, matin, midi et soir à l'IEM. Et j'ai préparé mon BTS au lycée Victor Louis.
que j'ai obtenu en 2010 avec TS comptabilité et gestion. Et ensuite, j'ai voulu poursuivre mes études en comptabilité. Mais je me suis heurté à mes problèmes de concentration parce que j'ai beaucoup de problèmes dans la concentration et dans la fatigabilité au travail. Donc, j'ai pas pu poursuivre. D'autre part, je suis parti en appartement IEM, c'est-à-dire un appartement qui est sous-loué par l'IEM. Ça fait 2 ans maintenant que je suis en appartement. Depuis septembre 2011, on a commencé à monter des dossiers pour l'année prochaine, pour les licences pro. Une licence professionnelle, métier de gestion et administration du personnel, et si ça et éventuellement une licence professionnelle, métier de l'administration territoriale, avec une option ressources humaines. Samzin, je suis le conseiller technique de l'inspecteur d'académie, enfin du directeur académique de la Gironde, et donc je suis en charge de la scolarisation des élèves en situation de handicap. Oui, avant de décrire un peu les dispositifs qui marchent ou ceux qui marchent moins bien, les freins comme vous dites et les réussites du système, oui, j'aurais voulu rebondir sur et le témoignage de notre jeune ami, et puis aussi sur un témoignage qui apparaissait dans le court extrait de film qui a été diffusé, et qui me semblait assez emblématique de beaucoup des freins, justement, des difficultés qu'on peut observer. C'était ce jeune élève qui parlait de la pression scolaire. C'est pour nous aujourd'hui, quand on travaille avec les jeunes en situation de handicap qui sont scolarisés, la plus grande difficulté, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup, nous, à adapter évidemment leur scolarité, à proposer des accompagnements. On va venir à l'instant sur la nature de ces accompagnements, mais c'est vrai que le système est relativement rigide, tout au moins au niveau de ses exigences, en particulier au lycée et au-delà du lycée. Et c'est vrai que c'est dur pour tout le monde, ça j'en suis bien conscient, hein, pour avoir eu des enfants qui en sont passés par là, qui se sont ardemment rebellés contre ce système, mais, et tout le monde l'a fait plus ou moins, mais c'est vrai que pour les jeunes en situation de handicap, cette exigence scolaire maintenue et ce niveau de sélectivité, voire de sélection, me paraît, très difficile pour eux, et 2, comme aujourd'hui, un obstacle qu'il est très difficile de contourner, parce que je ne pense pas que ce soit simplement l'école qui définisse le lycée de cette manière. Hein. Je crois que la demande sociale, la demande des familles, de cette émergence des talents ou émergence des meilleurs est assez bien ancrée dans les esprits, et c'est pour nous aujourd'hui, c'est le principal obstacle, c'est-à-dire comment adapter la scolarisation de jeunes qui rencontrent des difficultés personnelles liées au handicap et qui ont évidemment une incidence scolaire, comment adapter dans un système qui est quand même assez étanche à toute forme de transformation. Ça nous questionne beaucoup, et c'est vraiment le plus compliqué. Alors du coup, si je dois montrer où est le principal obstacle, il est là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est, grosso modo, au sortir du collège pour entrer au lycée. Hein, d'ailleurs, on le voit sur nos statistiques. On a un très très grand nombre d'élèves en situation de handicap aujourd'hui scolarisés dans le département de la Gironde. Hein, ils sont 4700. Mais si on fait une pyramide des âges de ces jeunes, on s'aperçoit qu'ils sont très nombreux en maternelle, en élémentaire. Ils deviennent très nombreux au collège, mais au fur et à mesure qu'on monte en âge et en niveau de scolarité, on les rencontre de moins en moins. C'est vrai que si je vous décris les dispositifs structurels qu'on a mis en place, on a une centaine de CLIS, par exemple, des classes d'inclusion scolaire qui sont installées, qui en maternelle, très peu, et surtout en élémentaire. On a ensuite, on va avoir 54 ULIS qui accueillent des jeunes dans le second degré, hein, des unités localisées d'inclusion scolaire, mais ces ULIS sont 9 en lycée professionnel et 1 en lycée général, et c'est la seule de l'académie. Donc on voit bien que plus le niveau monte, si je puis dire, hein, en âge et
en structure, collège, lycée, et moins les dispositifs d'accueil des jeunes handicapés sont présents, tout simplement parce qu'on n'a pas une grosse demande. Hein, voilà. Alors il faudrait analyser cette demande. Alors c'est un paradoxe quand même, puisque aujourd'hui on travaille d'une manière générale à accueillir de plus en plus d'élèves en lycée, de façon à disposer de plus en plus d'étudiants par la suite, mais cet effort ne profite que marginalement aux jeunes en situation de handicap, et c'est ce qui nous préoccupe le plus. Voilà. Alors ça c'est vraiment le point noir pour nous, pour moi en particulier, c'est ce passage au niveau du lycée, la poursuite d'études, parce que très clairement, pour entrer en qualification, c'est très très compliqué de construire quelque chose avec simplement le brevet d'écolage en poche, quoi. Donc il faut pouvoir avancer au niveau des études académiques. Voilà. Sur les dispositifs qui marchent, alors je ne le dis pas parce qu'il y a deux collègues qui sont parmi nous aujourd'hui, qui sont enseignantes en Ulysse, mais les dispositifs d'inclusion scolaire, c'est-à-dire ceux qui permettent au sein d'une école ordinaire de travailler d'accueillir des jeunes qui vont être à partir de cette classe, donc CLIS en élémentaire ou Ulysse dans le second degré, qui vont être inclus dans les classes ordinaires, ça c'est un dispositif qui marche vraiment. C'est-à-dire que vous avez des enseignants spécialisés qui prennent en charge 10, 12, malheureusement quelquefois plus en Ulysse, on en est à 15 en nombreux endroits, et qui vont permettre justement cette inclusion de ces gamins, c'est-à-dire leur apporter l'aide, le soutien nécessaire à la poursuite des études. Ce dispositif-là, il marche très très bien. On voudrait le développer plus avant encore. Hein. On a ouvert un peu plus de 45 classes dans le second degré de ce type en une dizaine d'années. Mais on bute aujourd'hui toujours, comme tout le monde, sur les problèmes budgétaires pour en ouvrir davantage, mais on y arrive quand même un petit peu. Mais ce dispositif, très clairement, il a porté ses fruits dans le sens où il a permis à des jeunes en situation de handicap d'investir leur scolarité en collège et en lycée professionnel avec quand même pas mal de réussite. L'autre dispositif qui a fait avancer les choses, il est très critiqué, mais je trouve que bon an, mal an, il marche pas trop mal, c'est le dispositif des AVS, hein, des auxiliaires de vie scolaire, que vous connaissez, hein, ce conseiller. C'est un dispositif qui fonctionne dans le sens où il a permis la scolarisation de nombreux jeunes en situation de handicap. Hein, aujourd'hui, nous avons un peu, pas tout à fait 1300 élèves, hein, donc, qui sont suivis, accompagnés par un AVS, et nous employons presque 800 personnes pour ce faire. Donc, même si l'accompagnement est perfectible en termes de qualité, on va voir pourquoi, ce qui est certain, c'est que pour une partie de ces élèves, de ces 1200 élèves, la scolarisation n'était pas possible avant. Elle était très très complexe. Je pense en particulier, parce que c'est l'essentiel des enfants qu'on accueille, hein, les jeunes qui souffrent de troubles psychiques, hein, de troubles cognitifs importants, les jeunes autistes en particulier. Hein, les jeunes autistes représentent une part importante des élèves suivis dans ce département, puisqu'ils sont un peu plus de 530. Il y a 10 ans, on avait les pires difficultés au monde à les scolariser de manière régulière. On les scolariser 2 heures semaine, ça on y arrive toujours, mais avoir une scolarisation, ça n'a été possible que grâce au dispositif AVS, qui rencontre évidemment sa limite dans le sens où aujourd'hui nous travaillons uniquement avec des contrats précaires, hein, c'est-à-dire le maximum sont des contrats de 6 ans, enfin 1 an renouvelable 5 fois. La majorité d'entre eux aujourd'hui, c'est des contrats qui sont appuyés sur les CUI, hein, contrat unique d'insertion, donc avec l'impossibilité de dépasser les 2 ans. Et c'est vrai que cette absence de continuité, cette difficulté à former les personnes, handicape aujourd'hui le développement de ce dispositif. Voilà donc les points forts, hein, un meilleur accueil, j'ai oublié de le préciser, hein, quand je dis qu'il y a presque 4700 élèves en situation de handicap, il y a 10 ans ils étaient moins de 3000, donc accueillis dans les écoles. Ça, c'est le point le plus important. Un accompagnement qu'on a mis en place, mais qui connaît ses limites à cause du statut des personnels, qui est très compliqué à faire évoluer, et qui ne semble pas évoluer positivement dans les prochaines années. Et puis, les dispositifs d'accompagnement de l'éducation nationale propres, hein, c'est-à-dire CLIS, Ulysse, qui marchent bien, et dont il faut préciser, quand même, c'est important qu'ils se construisent beaucoup en partenariat avec le secteur médico-social, puisqu'une bonne part des élèves d'Ulysse ou des élèves de CLIS, ou des élèves qui sont en scolarité ordinaire, qui sont suivis par des AVS, sont des jeunes qui disposent de soins à l'extérieur, qui en IME, qui en ITEP, qui en IEM. Et cette complémentarité avec le médico-social nous permet
d'aboutir à notre objectif de scolarisation ordinaire. Merci. Notre démarche en tant que parents s'était inscrite dans une suite de réflexions qui ont été menées tout au long de l'accompagnement de la vie de notre fils, qui a 37 ans, qui est IMC. Donc il n'a pas connu toutes les facilités des classes, disons, adaptées. Il n'avait que des classes adaptées où en fait on lui a simplement appris à tenir un stylo, à écrire un petit peu. Il n'a eu aucune scolarisation à l'époque, ça n'existait pas. Donc en tant que parent, notre vie s'est surtout constituée à savoir qu'est-ce qu'il va faire dans l'avenir, qu'est-ce qu'il va devenir. Nous avons découvert la parole de Henri-Jacques Sticker, qui est reconnu pour ses analyses et ses prises de position pour la défense des droits et de la dignité des personnes handicapées. Il a écrit un livre d'ailleurs qui est très très intéressant. Et nous sommes, nous en tant que parents, donc avec mon mari qui est présent là également, nous sommes tout à fait retrouvés dans son esprit, parce que dans son ouvrage Handicap et accompagnement, nouvelles attentes, nouvelles pratiques, il déclare qu'il souhaite insister sur les défaillances d'un système qui, schématiquement, tend finalement à n'offrir à la personne en situation de handicap qu'une alternative. Ou bien la personne accepte d'être l'objet d'une prise en charge en institution, ou bien elle est abandonnée à la responsabilité d'organiser elle-même et de porter à bout de bras la complexité de son accompagnement. Nous, parents, nous sommes convaincus qu'il devait même y exister des formules intermédiaires combinant vie autonome et sécurisation de l'environnement. Nous avons fait la connaissance des coucous, et Omar viendra vous en parler un petit peu après. L'expérience des coucous nous montre que si les volontés politiques sur le terrain sont réelles, n'est-ce pas, Monsieur Solari? Voilà. Si les financements octroyés correspondent aux besoins repérés, donc via la MDPH, le Conseil général, de tels dispositifs peuvent exister et remplir leur mission. Offrir simultanément de l'autonomie et de la sécurité, même si cela paraît de prime abord un peu paradoxal. Parents, ça fait mal d'entendre quand même que malheureusement nos jeunes n'ont pas pu faire tout ça, ils n'auront pas toute cette ouverture. C'est pour ça qu'on s'appuie beaucoup et on essaie de faire pour eux le maximum dans le devenir citoyen. Merci pour l'invitation. En fait, je vais peut-être simplement décliner l'acronyme de la FEDE, puisqu'on est la Fédération étudiante pour une dynamique études et emploi avec un handicap. Et j'ai envie de dire, comme notre nom l'indique, on représente le mouvement des jeunes engagés sur la problématique du handicap, avec un tropisme qui va toutefois un peu plus loin que la seule dynamique études et emploi, puisque de plus en plus, on s'oriente également vers des dynamiques d'accès à la vie sociale, notamment loisirs, les sports et la culture. Donc l'idée, c'est d'essayer de baliser l'ensemble du parcours scolaire, étudiant, puis d'insertion professionnelle des gens handicapés, avec des projets que je ne vais pas détailler ici. On aura peut-être l'occasion d'en discuter plus tard. C'est vrai qu'on travaille de manière très très étroite avec l'ADAPT sur les projets liés à l'insertion professionnelle, avec notamment la déclinaison du concept handicapé sur les forums entreprises des établissements d'enseignement supérieur et la déclinaison du réseau des réussites, donc ce dispositif d'accompagnement bénévole de personnes en recherche d'emploi avec des étudiants bénévoles qui n'ont pas le même profil que les bénévoles qui étaient traditionnellement mobilisés au sein d'ADAPT, mais qui ont du coup d'autres choses à apporter. Voilà, donc on a ces deux composantes-là. Avec les associations étudiantes, du coup, il a fallu accompagner une sorte de conscientisation des enjeux vraiment de manière importante, et on bénéficie en ce sens en fait de l'appui d'un conseil technique, puisqu'on agit pas seul. L'idée, c'est que nos bénévoles sont des jeunes avec tous les atouts et les contraintes que ça comporte, et du coup on a choisi dès le départ au sein de la FEDE de rassembler un maximum de parties prenantes qui balisent le parcours de formation des jeunes en situation de handicap. Donc on rassemble un conseil technique qui est composé d'établissements supérieurs, d'associations spécialisées dans l'accompagnement dans les études et vers l'emploi, dont l'ADAPT et Tremplin Entreprises font partie depuis le départ, ainsi que des experts et depuis peu
des entreprises. Donc l'idée, c'est vraiment de créer des synergies pour permettre à nos bénévoles d'agir de la manière la plus concrète et la plus efficace sur le terrain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui à Bordeaux, on a quelques membres en situation de handicap de manière isolée qui essayent de constituer une association à Bordeaux 2. On espère pouvoir développer des projets de manière opérationnelle très bientôt, et puis on compte du coup sur l'appui de toutes et tous ici présents pour y parvenir, pour encore une fois favoriser la réussite et l'autonomie des jeunes handicapés. Voilà. Merci beaucoup. L'association qui existe depuis 21 ans, avec une originalité, elle a été fondée par des entreprises, 4 entreprises à l'époque, et aujourd'hui c'est un réseau de plus de 200 entreprises. Des grandes entreprises, des moyennes entreprises, des petites entreprises, et nous sommes assez fiers aussi de cette diversité d'entreprises. Tout à l'heure, on a parlé, je reviens sur le thème d'empowerment, cette capacité à pouvoir, cette capacité à faire, cette capacité à agir. Mais il est important aussi de chercher ou de développer la capacité d'empowerment au sein même des entreprises. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ont la volonté d'accueillir des personnes handicapées, c'est bien, mais ensuite elles doivent passer de la volonté à la pratique et à l'action. Et nous, notre rôle, c'est aussi cela, avec notre réseau de 200 entreprises, c'est d'accompagner les entreprises à ouvrir leurs portes. Et à ouvrir leurs portes, entre autres, aux jeunes que nous accompagnons tout au long de leur parcours d'études. Ce sont des jeunes qui, à minima, sont en seconde et qui, au maxima, sont en préparation de doctorat. Donc vous voyez que le spectre est assez large. Et le but, c'est que ces jeunes puissent réaliser tout un tas d'actions qui ont été listées dans ces entreprises, et à l'inverse, que ces entreprises puissent accueillir sous une forme ou sous une autre tous ces jeunes. Donc on travaille à la fois sur le devenir académique et professionnel du jeune, mais à la fois sur le devenir de l'entreprise dans sa capacité d'accueillir, de former et d'intégrer des personnes handicapées, et plus particulièrement les jeunes que nous accompagnons. Parallèlement à cette activité qui est notre quotidien, qui est une activité d'accompagnement individuel tant des jeunes que des entreprises, nous avons aussi d'autres événements qui encouragent, qui développent et qui renforcent le lien entre les jeunes et les entreprises. Nous avons des rencontres, des forums, l'un sur le thème du stage et des jobs d'été, l'autre sur le thème de l'alternance, d'ailleurs c'est la semaine prochaine, et enfin le troisième sur le thème du recrutement. Et puis, vous parliez tout à l'heure d'une idée politique. Eh bien, nous, notre idée politique, c'est de porter cette pensée inclusive, qui a été introduite plus particulièrement par la loi de 2005. Eh bien, nous la portons en cherchant aussi à inclure ce thème du handicap dans toutes les orientations de la société. Et c'est pour ça, entre autres, que nous essayons, dans différents forums, d'ailleurs avec la Fédé, on y retrouve la Fédé, différents forums ou actions généralistes, d'être là, plutôt que de chercher sans arrêt à développer des choses à part. Parce qu'évidemment, quand on développe des choses à part, du coup, on met les personnes à part également. Et nous avons été même jusqu'à monter une équipe sportive pour qu'elle puisse participer à une grande manifestation qui réunit des étudiants qui ne sont pas en situation de handicap. Et l'équipe Tremplin a concouru avec les autres d'ailleurs. Bon, on n'a pas encore remporté de prix, mais on ne désespère pas, et on espère bien petit à petit monter en compétences et en performance. Voilà très succinctement ce qu'est Tremplin. Je vous remercie du temps que vous m'avez alloué. Je suis arrivé à Les Attends-les-Murs en janvier. Donc au début, ce que j'ai fait, j'ai affiné un peu. En fait, j'ai plusieurs pistes de travail. Donc j'ai précisé un peu, j'ai fait des enquêtes professionnelles pour voir ce qui me plaisait vraiment ou pas. Et donc voilà, après j'ai été sur 2 pistes réelles, l'électronique, dont j'ai fait des études en électronique, ou sinon le travail d'aide à la personne, qui n'est pas du tout pareil d'ailleurs. Et à partir de ça, en fait, j'ai fait d'abord un premier stage. En fait en association pour tester si j'ai pas de problème de fatigabilité, si j'arrive à être ponctuel, enfin
tout ce qui est de base dans la conduite normale pour aller au travail. Donc j'ai fait ce stage qui s'est extrêmement bien déroulé d'ailleurs. Et ensuite, à la suite de ce stage, donc je fais un deuxième stage dans une entreprise d'auxiliaire de vie pour tester vraiment mes capacités professionnelles. En fait, ça va être un peu un stage de confirmation si je peux ou pas me diriger vers ça. Et donc ce stage, je vais commencer le 10 juin, ça va être un stage d'1 mois. Et ensuite, on verra ce que je peux faire ou pas. Et comme disait Madame Nandivel, j'ai en aparté aussi commencé un concours d'entrée pour être moniteur éducateur. Donc j'ai les résultats le 3 juin. Donc voilà, après ça aussi ça va être assez décisif sur mon avenir, comment ça va se passer. Voilà. Bonjour à tous. Alors moi je suis Omar Badji, je suis le président de l'association Les Coucous. Alors je vais vous raconter un peu mon parcours avant d'expliquer ce qu'est Les Coucous. Alors moi je suis en colocation à Mériadec et je suis un ancien élève des l'UM des Innes où j'étais scolarisé dans l'ancien directeur M. Lausson, et donc avec 4 jeunes en situation de handicap, nous avons décidé de créer un projet avec les éducateurs de l'IVM, le directeur de l'IVM, un projet de colocation avec des aides mutualisées. C'est-à-dire que comme on avait, c'est-à-dire que l'IEM, c'est l'Institut d'éducation motrice de la PAJH, c'était de 5 ans à 20 ans. C'est-à-dire qu'après, au-delà, soit c'était une orientation vers des appartements ou des orientations foyers médicalisés pour des personnes handicapées lourdes, pour des personnes lourdement handicapées, ou le retour chez les parents. Donc nous, on voulait vraiment être autonome, donc on a créé un projet de colocation avec des aides mutualisées. Donc nous avons eu l'aide de la mairie de Bordeaux pour tout ce qui est recherche d'appartements avec le GIHP. Nous avons aussi travaillé avec Alternation, et de ce projet est né 2 appartements. C'est pas uniquement l'environnement. Alors, quand même préciser que il faut en avoir la possibilité et la volonté. Hein, faut pas, mais je pars du principe qu'il faut aussi, nous en tant que personnes handicapées, quand on parle d'insertion, je pars du principe qu'il faut aussi s'adapter à son environnement un minimum. Même si l'environnement, il faut qu'il s'adapte aussi à nous. Voilà. Mais moi je pense que si on s'adapte un minimum avec chacun nos possibilités et chacun nos contraintes, hein, mais je pense que quand on parle de vivre ensemble, c'est aussi ça, quoi.